un petit topo sur l'ESS dans les Pays de la Loire et plus spécifiquement en Vendée. Donc, ce que je disais tout à l'heure, il y a 80% des communes qui comptent au moins un établissement employeur qui relève de l'ESS, alors qu'au niveau national, on est à 58%, mais qu'en Vendée, on est à 90% à peu près des communes. Donc ça veut dire, pratiquement dans toutes les communes, il y a des acteurs de l'ESS qui peuvent participer à la dynamisation à travers un projet de tiers-lieu. Voilà, l'ESS en part de l'emploi, donc en Vendée, c'est 13,5% de l'emploi privé global. De l'emploi total, oui, y compris public, oui, c'est ça. C'est une vingtaine, un peu plus au niveau, si on prend que l'emploi privé, mais là, si on prend la totalité de l'emploi. Donc, c'est 2816 établissements, 28 600 emplois, dont une part très importante, 21 000, presque 22 000 emplois qui sont de l'emploi associatif. Donc, les associations ont un poids quand même très important et elles sont souvent implantées dans les communes rurales. Dans toutes les communes rurales, il y a des associations qui sont employeurs. Et ça représente 7,2 millions de masse salariale brute. Donc ça veut dire que c'est quand même un poids économique important. Les activités économiques qui sont portées par ces emplois, donc c'est vraiment de l'activité très variée, donc marchande et non marchande. C'est de la consommation locale, donc des magasins, des acteurs économiques de proximité comme des maraîchers, donc avec les circuits courts. Je l'ai aussi un peu dit au début, c'est de l'emploi non délocalisable. Un maraîcher, il ne va pas partir je ne sais où, il reste sur place. Hein. Et il a envie de développer sur place et de plus en plus avec des consommateurs qui sont sur place. C'est tout type de qualification, hein, parce que ça va, comme ça va sur tous les secteurs d'activité, il y a tous les métiers possibles, quasiment. Et c'est des emplois qui fonctionnent même en période de crise. On l'a vu pendant la période de confinement. Qu'est-ce qui a fonctionné ? Tous les emplois qui étaient qui étaient locaux. Les services à la personne, ils ont tous fonctionné. Les EHPAD ont fonctionné. Les agriculteurs, bien entendu. Les magasins de proximité sont restés ouverts. Donc voilà, c'est vraiment de l'emploi qui a de la ressource, on va dire. Et qui sont les bénéficiaires ? Les bénéficiaires, c'est les habitants. Aussi souvent, les habitants les plus fragiles. Il y a beaucoup quand même de structures de l'économie sociale et solidaire qui sont investies auprès des publics fragiles, donc soit les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, mais aussi tout le monde de l'insertion par l'activité économique, et souvent est porté par les acteurs de l'ESS. Les bénéficiaires sont aussi les TPE, les PME qui sont installés sur les territoires, et puis les collectivités locales qui travaillent aussi tout à fait régulièrement avec ces acteurs. Alors du coup, on souhaitait maintenant vous montrer des illustrations de comment l'ESS et ou les tiers-lieux sont venus apporter des solutions à des problématiques territoriales, et notamment des problématiques de dynamisation de centres-bourgs. Alors là, on est sur un projet en Maine-et-Loire, Brain-sur-Alonne, ça doit dire à peu près rien à personne. C'est à l'est de Saumur, un petit village. Et on a une association qui s'appelle Valorise et une entreprise d'insertion sous statut commercial qui a été créée par Valorise et qui s'appelle Hors Norme, qui ont mis en place un tiers-lieu autour de l'alimentation durable. Tout est parti du souhait de la porteuse de projet qui voulait créer une conserverie, puisqu'on est sur un territoire où il y a énormément de production et de maraîchage et de fruits, et un gaspillage incroyable. Et du coup, elle a dit, moi, je ne peux pas laisser tout ce gâchis se faire. Je vais créer une conserverie pour créer des soupes, des compotes, etc., et notamment pour nourrir les plus démunis du territoire qui n'ont pas les moyens de s'acheter des fruits et des légumes à prix du marché. Et donc, elle rachète les fruits et légumes, et non, ce n'est pas des dons aux producteurs, donc c'est leurs invendus ou ce qu'ils n'ont même pas déterré de leur champ parce qu'ils étaient trop moches pour être commercialisés. Et elle les transforme et
Une partie est commercialisée dans la grande distribution, en épicerie fine, etc. Et une partie fait l'objet de dons à la Banque alimentaire et autres associations caritatives. Donc ça, c'était au départ. Et puis, l'activité se développant, elle avait besoin d'un lieu de production. Sauf que le lieu qu'elle a trouvé, c'est une ancienne usine de Chapelet, à Brain-sur-Alonne. Et c'est énorme. C'est des milliers de mètres carrés de bâtis. Et elle s'est dit, pour moi, toute seule, ça n'a aucun intérêt. Et du coup, on va créer un tiers-lieu autour de l'alimentation durable et solidaire. Et donc, ce lieu ouvre ses portes ce mois-ci, mais ça fait déjà 6 mois qu'ils sont en travail d'aménagement, et viennent la rejoindre une association de sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, un maraîcher bio, un producteur de champignons, puisqu'il y a des caves dans ce magnifique bâtiment historique, hein. On parle d'une ancienne usine, donc il y a quand même un peu de cachet. Et puis il y a du terrain, donc ça c'est intéressant. Et là, petit à petit, les acteurs qui se sentent concernés par la thématique sont invités à rejoindre ce lieu qui, clairement, est dans un village où il y a 0 commerce. Et les seules activités économiques sont des artisans individuels qui travaillent de chez eux. Donc, clairement, on pense que ça va fortement redynamiser le territoire, à la fois parce qu'il y a des gens qui vont travailler sur place, mais aussi parce que la logique de circuit court est très forte dans ce projet et que, du coup, forcément, ça devrait profiter également aux communes alentours. Je te laisse pour présenter le projet de Pont-Neuf. Alors, le projet, donc un projet qui est en cours, qui a ouvert donc en 2018 à Fontenay-le-Comte. Donc, c'est un garage solidaire qui s'appelle Atelier Méca. La mobilité solidaire, donc le projet est parti d'un constat qui a été fait sur le secteur de problématiques de mobilité pour les personnes, en particulier qui sont en insertion, éloignées de l'emploi, donc qui n'avaient pas les moyens de se déplacer parce que pas les moyens d'avoir des véhicules à disposition. Donc il y avait les ateliers Méca qui existaient de l'autre côté de la frontière, c'est-à-dire dans l'autre région, à Niort, et la collectivité, avec des acteurs de l'insertion locale, s'est dit est-ce qu'on pourrait essayer de réfléchir nous aussi à créer quelque chose. Donc c'est un garage qui s'est créé. Donc à la base, il y avait uniquement le garage. L'objectif, c'est de venir entretenir ou réparer son véhicule quand on en a un. Mais tout le monde n'a pas de véhicule. Donc il y a de la location de 2 roues, hein, donc pour permettre à des personnes qui vont trouver un emploi temporaire sur le territoire de venir louer et qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter soit un 2 roues ou bien une voiture, donc de venir louer ponctuellement le temps de leur contrat. Mais donc les personnes qui ont des contrats et qui petit à petit commencent à se dire je pourrais peut-être acheter quelque chose, il y a de la vente et de l'accompagnement à l'achat pour un véhicule, alors pas forcément neuf, plutôt d'un véhicule d'occasion. Il y a également des conseils, il y a une aide pour réussir à passer le permis de conduire pour ceux qui ne l'ont pas. Enfin, voilà. Donc il y a des activités qui sont en train de s'agréger autour et ça répond aussi à des demandes du territoire parce que la problématique de la mobilité, elle est très présente sur ce territoire, notamment pour répondre aux besoins d'emplois saisonniers sur les communes autour. Voilà. Donc c'est un tiers-lieu qui n'est pas un tiers-lieu qui rassemble énormément de personnes aujourd'hui, mais qui agrège des acteurs qui essaient de trouver des solutions pour répondre aux problématiques du territoire. Le conseil départemental est partenaire de cette action. Il a mis au mois de juin à disposition de l'association 4 véhicules, qui avaient environ 150 000 km, donc qui étaient réformés pour nous, mais qui pouvaient encore rendre service à beaucoup de personnes. Voilà. Alors là, on vous a montré plutôt des projets économie sociale et solidaire et qui peuvent répondre à des problématiques du territoire. Et maintenant, on va vous illustrer particulièrement sur des problématiques de dynamisme du centre-bourg. Alors là, on est en Sarthe, à Nières-sur-Vègre, commune d'environ 400 habitants, plutôt au sud-ouest de la Sarthe, qui n'a plus du tout de commerce, qui n'a même plus d'école. L'école a fermé. Mais il y a ce bâti qui est en plein milieu du bourg et 4 femmes entrepreneuses du territoire qui travaillent de chez elles
se disent c'est trop bête, qu'on travaille chacune de chez nous et qu'on n'ait pas de lieu où on puisse se croiser, qu'on puisse ne serait-ce que boire un café ensemble quand on travaille. Et du coup, qui ont proposé à la mairie d'utiliser l'ancienne école, qui était vide, pour en faire un lieu de travail. Donc au départ, la mairie dit pas de souci, de toute façon, pour l'instant, on n'en fait rien. Ça nécessitait quand même de faire venir la fibre, parce que s'il y avait clairement un très mauvais réseau Internet, mais il se trouve qu'à ce moment-là, la fibre est arrivée, et elles se sont mises à travailler. Et puis au fur et à mesure, il y a des gens qui venaient taper à la porte. Ah oui, mais ce serait pas mal si vous pouviez faire une formation, ce serait pas mal si vous pouviez faire un atelier, etc. Et 4 ans après, puisque ça fait 4 ans que ce lieu existe, c'est devenu un vrai lieu de vie pour la commune. C'est-à-dire qu'au-delà d'être un espace de travail partagé pour les salariés en télétravail, les entrepreneurs individuels qui le souhaitent, c'est devenu un lieu de vie où ils sont proposés énormément d'ateliers du do-it-yourself par les habitants du village, mais aussi la distribution de la map, mais aussi des animations pour les enfants, etc. Donc vraiment, ils ont souhaité répondre aux attentes des habitants au fur et à mesure que le lieu s'est installé dans le paysage. Là, la grosse problématique maintenant, c'est la rénovation énergétique du bâtiment. Donc la mairie porte ce projet. Donc c'est une mise à disposition de la mairie à l'association. La mairie n'est pas impliquée dans la gouvernance de l'association, mais pour autant soutient activement le projet via la mise à disposition et là, la prochaine réhabilitation énergétique, rénovation énergétique du bâtiment. Un village dont on n'aurait jamais parlé, mais si vous tapez Asnières-sur-Vègre sur Google, vous allez voir le nombre de références à ce projet sur Asnières-sur-Vègre. Un autre exemple un peu plus proche et surtout qui n'a rien à voir, on est là dans un ancien presbytère à Saint-Aignan-de-Grandlieu. Donc, j'imagine que vous savez que Saint-Aignan-de-Grandlieu, c'est à peu près la commune au-dessus de laquelle passent tous les avions qui décollent et atterrissent à Nantes-Atlantique. Donc cet ancien presbytère, situé en face de la place de l'église, la collectivité souhaitait créer un lieu autour des contes et légendes, puisque c'est l'histoire du lac de Grandlieu est vraiment située autour des contes et légendes. Et considérant qu'il n'avait pas les compétences en interne de la collectivité pour imaginer un super lieu, a lancé un appel à projet. Et c'est un collectif de structures qui s'appelle Village Terre et Vie qui a postulé, qui a été retenu. Un collectif qui regroupe à la fois des artisans, des agriculteurs, des associations d'éducation populaire et de sensibilisation à l'environnement, mais aussi des collectifs d'artistes et notamment de conteurs qui ont répondu tout ensemble à l'appel à projet. Donc concrètement, nous on a publié l'appel à projet qui nous avait été relayé par la mairie, et les gens nous appelaient comme si c'était nous qui allions les sélectionner, et on leur disait non mais machin qu'on te réponde, donc ce serait peut-être bien que vous répondiez ensemble. Résultat, ils ont fait une candidature groupée tous ensemble et ils ont été retenus. Et ce projet, il est donc en cours de préfiguration, il ouvre en avril 2021. Dedans, il va y avoir quoi ? Il va y avoir un café culturel avec une petite restauration. Donc il faut savoir que c'est sur cette commune de Saint-Aignan qui a beaucoup d'argent, puisqu'il y a l'aéroport, mais en fait, il n'y a pas de vie au quotidien, c'est un peu une cité dortoir, puisque globalement, les gens travaillent soit à Nantes, soit à l'aéroport. Et donc, il y a un café dans le village qui a quand même près de 5000 habitants, Saint-Aignan. Donc, il y a un café, PMU, où il y a un certain type de population, et surtout qui va être amené à fermer, puisque la personne va partir à la retraite. Et donc là, il y avait le besoin d'avoir un autre lieu de sociabilisation, donc café culture, une radio qui va s'installer dans les locaux, une radio locale, mais aussi un espace pour les conteurs, donc à la fois de répétition et de représentation. Et puis, tout un aménagement du parc, puisque vous voyez, il y a un beau parc arboré, pour faire des animations pour les enfants autour de la nature et de la culture. Ce projet, il est bien sûr soutenu par la mairie, puisqu'elle finance les travaux, elle met à disposition les locaux. Alors au début gratuitement, et peut-être que progressivement, il y aura un loyer. Mais aussi par il y a des discussions en cours avec le conseil régional, avec la DRAC, puisqu'il y a une dimension culturelle assez forte, et le conseil départemental de Loire-Atlantique,
Mais l'enjeu, c'est aussi de développer des ressources propres. Donc, l'idée, c'est de pouvoir accueillir des séminaires d'entreprise, des goûters d'anniversaire, des anniversaires de mariage, je ne sais pas. Mais en tout cas, progressivement, que le lieu puisse vivre au moins à 50% de ses ressources propres, que du coup, ça soit une charge moins importante pour la collectivité. Tout en apportant un truc qui est très important pour un village, c'est du lien social et un lieu de vie et de rencontre. Chose qui, je l'ai découvert la semaine dernière en allant là-bas, m'a vraiment surprise. C'est-à-dire que Saint-Aignan, c'est un village qui est tout en longueur et où il y a les commerces, les rares commerces, sont vraiment disséminés de part et d'autre de la rue, mais il n'y a pas de centre. Et l'idée, c'est en ouvrant ce presbytère qui est en face de l'église, de recréer un centre, en fait, finalement, dans cette commune où il n'y en a plus. Et donc, là, on est vraiment sur un projet qui est coporté par la mairie et cette association Village Terre et Vie qui donc fédère tous ces acteurs, où ils écrivent ensemble l'histoire du projet. Ils ont créé une instance de pilotage commune. Demain, une fois que le lieu vivra, ils auront toujours cette instance de concertation pour que le projet s'adapte aux attentes du territoire et en même temps avec une réalité économique où il ne faut pas que ça soit un projet qui vive de subventions à 100%. Et un dernier exemple, vendéen cette fois, qui... Tu veux que je poursuive ? Ok, je poursuis. En plus, je vais rendre un petit hommage à Anita qui est dans la salle, parce que c'est un projet qu'on a accompagné ensemble avec la CCI. On est à Saint-Marc-la-Réorte, donc à 2 pas du Puy du Fou. Et on a un village où il reste à peu près rien comme établissement commercial, hormis un salon de coiffure et un restaurant ouvrier. La boulangerie, il y a eu 5 boulangers différents en 10 ans. À chaque fois, ça a fini par fermer. Et on est sur un village de 1000 habitants. Sur les 1000 habitants, il y en a à peu près 1000 qui sont bénévoles dans des associations sportives, culturelles, etc. Donc on est sur un territoire qui est très engagé dans la vie locale. Et puis, le conseil municipal se dit, mais il faut qu'on fasse quelque chose de ce local, parce que les gens ont besoin d'un commerce de proximité. S'ils sont sans cesse obligés d'aller aux herbiers pour faire leurs courses, on passe à côté de quelque chose. Nos anciens, ils ne peuvent pas, parce que c'est trop loin, parce qu'il faut prendre la voiture, etc. Et donc, il faut qu'on crée un commerce de proximité. Et donc, ils lancent une grande enquête auprès des habitants du village. Si on devait créer un commerce de proximité, de quoi vous auriez besoin, etc. Et puis, ils ont réussi à mobiliser pas mal de gens qui ont eu envie de porter ce projet. Et en 2 temps 3 mouvements, c'est-à-dire en 6 mois, top chrono, l'épicerie était ouverte. Donc, ils ont créé une épicerie où il y a des pots de pain et de pâtisserie, mais il y a aussi fruits et légumes le plus locaux possible. C'est-à-dire, bon, sur les fruits, c'est plus difficile, mais les légumes, globalement, viennent du territoire. Un espace boucherie, où là aussi, la viande vient du territoire. Un espace fromage, les fromages viennent du territoire. Et puis, un espace où c'est les produits de première nécessité. Donc, pas forcément du territoire. Cette épicerie s'appuie uniquement sur du bénévolat pour le moment. Ils ont pour projet de créer un emploi. Mais en gros, c'est une 60aine de bénévoles qui se relaient pour ouvrir la boutique tous les jours. Ça cartonne, concrètement. C'est-à-dire qu'à la fois, ils bénéficient des flux touristiques des gens qui vont au Puy du Fou, mais surtout, les gens des communes alentours sont un peu jaloux. Eux aussi, ils aimeraient bien avoir leur épicerie dans leur village. Et du coup, plutôt qu'aller aux herbiers maintenant, ils jouent le jeu d'aller acheter des choses dans l'épicerie, soit en dépannage, soit parce que le pain et les pâtisseries sont hyper bonnes et donc ça vaut le coup de faire le détour, soit parce qu'il y a aussi beaucoup d'animations qui se passent dans cette épicerie. Apprendre à faire son savon soi-même, des animations pour les enfants autour de la pâtisserie, etc. Donc c'est devenu un vrai lieu de rencontre pour les anciens. Et quand ils ont fait, sur 2 semaines, ils ont répertorié qui venait dans la boutique, à quelle heure, acheter quoi, etc. Ils se sont rendus compte que globalement, il y avait effectivement 50% du public, c'était plutôt les anciens qui venaient acheter en dépannage. Voilà. Mais l'autre 50%, c'était plutôt des actifs qui, en rentrant du boulot, passaient acheter la baguette ou passaient acheter un gâteau pour le dîner du soir, etc. Et globalement, 90% des consommateurs venaient acheter du pain. Ça, c'est dans le panier moyen, il y avait toujours du pain. Voilà. Aujourd'hui, c'est un vrai exemple intéressant
de comment on travaille main dans la main, le conseil municipal et les habitants, pour créer une initiative solidaire, puisque c'est une association, pour redynamiser un village et être envié par les autres. Parce qu'aujourd'hui, tous les maires des communes alentours ont envie de créer la même chose. Parce que ça a vraiment redynamisé le lien entre les habitants et puis l'ancrage sur le territoire de ces habitants qui n'ont plus besoin de faire des kilomètres pour aller acheter 3 fois rien. Souvent, c'est ce qu'ils faisaient. Voilà. On va peut-être vous laisser poser des questions sur tous ces exemples qu'on vous a donnés. Et avant de vous dire comment nous, on trouve que le rôle de la collectivité et des acteurs publics en général, il est intéressant dans le soutien à ce genre d'initiative. Allez-y. Simplement rajouter un terme à cela, donc c'est pas une question, mais c'est plus un ajout. Je m'appelle Jacques Becker et je préside les offices de tourisme de Vendée. On a des tiers-lieux offices de tourisme qui marchent merveilleusement bien parce que, évidemment, produits locaux et tourisme, ça le fait. Et donc, on a Ancenis, par exemple, mais aussi on a des grandes villes comme Brive qui jouent ce jeu-là. Et tout le monde y gagne parce que les offices de tourisme ont tendance à baisser au niveau de la fréquentation physique, en tout cas. Et là, ils y retrouvent leurs petits, quoi. Alors, effectivement, sur les offices de tourisme, mais on a le cas aussi de bibliothèques qui agrègent d'autres fonctions et qui deviennent tiers-lieux. Effectivement, il y en a beaucoup et c'est très porteur. Il y en a pas mal dans la région, d'ailleurs, de projets autour de ça. Là encore, s'il y a une dynamique ESS, c'est-à-dire avec et un volet économique et un portage collectif, nous, on va être ressources et on va appuyer clairement. Quand c'est un unique portage par la collectivité, honnêtement, notre plus-value, elle est limitée. C'est-à-dire que, en général, vous savez très bien faire des projets en régie directe, il n'y a pas de souci. Mais effectivement, je ne l'ai pas cité, mais il y a plusieurs exemples en Pays de la Loire d'anciens établissements publics, quel que soit l'établissement, donc bibliothèque, office de tourisme, Vendétech, parce que le château de Landebaudière dont a parlé Régine, c'est une Vendétech à la base, qui évolue pour agréger d'autres fonctions et donc faire venir d'autres publics dans un lieu qui a perdu au niveau de sa fréquentation. D'autres questions, d'autres réactions? Vous avez le droit de dire « Oh là là, mais c'est pas du tout ça que je veux, en fait. » Non, mais vous avez le droit de réagir à tous ces exemples, puisqu'on a essayé de vous donner des exemples assez variés, qui apportent des choses différentes dans les centres-bourgs, et aussi sur du patrimoine bâti, puisque alors là, on en a plein en ce moment des projets donc on vous a cité une ancienne école, un ancien presbytère, on accompagne sur un ancien prieuré, une ancienne église. Il y a beaucoup de projets de tiers-lieux dans des anciens lieux patrimoniaux qui ne sont plus utilisés. Et sans compter les anciennes usines, les friches industrielles, là aussi, il y a énormément de projets dans ce domaine-là. Moi, j'ai une remarque. Je Ouais. trouve que c'est intéressant, toutes ces démarches-là, surtout quand on a des élus qui ont justement du patrimoine. On a, je sais pas, une ancienne école, on ne sait pas quoi faire depuis des années. Ça permet de donner des espaces à des débuts d'associations, des choses comme ça qui redynamisent en fait un centre-bourg. Mais par contre, tout à l'heure, je vous entendais dire il y a un côté durable, il y a un côté... Moi, je trouvais, quand j'avais des exemples sur Nantes, etc., sur du transitoire, c'est-à-dire qu'on a des bâtiments qui vont être là, on se questionne. Moi, je suis marqué par il y a beaucoup d'élus qui veulent aller vite, il y a beaucoup on est toujours pressé par le temps, et je trouve que des fois, en fait, on pourrait se dire, les locaux, on s'en sert pour un temps, parce qu'on va en avoir besoin, parce que se donner le temps de la réflexion, en fait. Ouais. Moi, je trouve que les tiers-lieux, ça peut servir à ça. Oui. Et du coup, c'est pour vous rebondir par rapport au terme... Pas de souci. Pourquoi je parle de durable? C'est la dynamique qui doit être durable. C'est-à-dire que, prenons le Solilab à Nantes. Je ne sais pas si vous connaissez, sur l'île de Nantes, il y a un méga tiers-lieu qui est ouvert depuis début 2014, qui est un peu exemplaire, clairement, sur une ancienne friche industrielle qui a vocation à être rasé pour y construire du logement à terme, derrière le hangar à bananes. Ce projet, il a toujours été vécu comme transitoire, mais même par les occupants.
Pour autant, la dynamique qui a été créée, elle est durable. Et on aura beau les changer de lieu, demain, la dynamique, elle aura une vraie existence et elle pourra se poursuivre. Effectivement, on a beaucoup de projets de tiers-lieux qui... vous citiez Anceny tout à l'heure, j'accompagnais un tiers-lieu qui vient de déménager de locaux. Parce qu'il s'était mis dans un lieu de préfiguration, comme on dit dans notre jargon, pour voir si ça marche, pour tester des usages, pour voir s'il y a du répondant au niveau du public, etc. Et puis, très rapidement, comme ça marche très bien, on est à l'étroit, et puis on se dit, bah, c'est pas possible, il faut qu'on trouve autre chose, quoi. Et donc, il s'est installé dans une ancienne usine de chaussures. Mais c'est vrai que, du coup, l'avantage de l'esprit tiers-lieu, c'est qu'on s'autorise à tester des trucs, à revenir en arrière, à réessayer autre chose, etc. Cet aspect laboratoire d'expérimentation. Pour autant, une fois que la dynamique est créée, et ça c'est vraiment, si je peux insister là-dessus, avant le rôle des acteurs publics, c'est les exemples qu'on vous a donnés, c'est que comment les collectivités s'appuient sur une dynamique qui vient du territoire, et pas essayent de créer ex nihilo une dynamique autour d'un patrimoine. Parce que ça, on en a vu. Bah, clairement, c'est des échecs en général. C'est-à-dire, on dit, ah, bah là, j'ai un bâti en centre-bourg, ça serait super d'y mettre un tiers-lieu. Oui, sauf qu'en face, si vous n'avez pas de porteur de projet, vous n'avez pas de dynamique collective, bah, franchement, vous allez ramer. Clairement, c'est un peu vulgaire, mais concrètement, il faut vraiment la rencontre entre une volonté politique, parce que oui, ça demande du soutien au démarrage surtout, il faut trouver le bon rythme, il faut trouver les moyens d'investir dans la rénovation, etc. Et une dynamique territoriale où il y a des habitants, des associations, des entreprises qui ont envie que ce lieu existe, et donc qui donnent du temps et de l'énergie et des compétences pour que ce lieu il se crée. Et du coup, que ce soit de manière transitoire, parce qu'il y a une friche et qu'en attendant qu'elle serve à autre chose, on teste des usages, etc., ou que ce soit de matière pérenne, le fait de s'appuyer sur une dynamique, ça sera durable. Parce que la dynamique, une fois qu'elle est créée, je vous jure qu'elle ne s'arrêtera pas. Les gens, ils auront trop besoin de ce lieu de lien social, de travail partagé, de culture, etc. La dynamique, elle sera installée durablement, quoi. Et puis c'est la dynamique aussi qui crée le lieu au fur et à mesure. Enfin, il n'y a pas un projet de tiers-lieu qui existe et on va le mettre en œuvre et puis après c'est fini. Ça se construit aussi au fur et à mesure. On l'a dit, ça agglomère aussi des acteurs qui n'étaient pas là au début. Il y en a qui vont partir parce qu'au bout d'un moment, ils développent quelque chose autre à côté ou pour X ou Y raison. Et donc c'est quelque chose qui est en mouvement, perpétuel. Donc effectivement, ça peut aussi aider parce qu'il peut y avoir un moment... pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, un lieu qui va permettre que la dynamique se mette en place. Et après, on ira ailleurs et on fera autre chose. Mais c'est vraiment créer quelque chose qui est évolutif, mais qui s'appuie sur les forces vives du territoire. Donc, toutes les forces vives, la collectivité, mais aussi tout ce qui émerge des territoires. Et on l'a dit, enfin, un des piliers de l'ESS, c'est on s'appuie sur les forces endogènes. Ce n'est pas des gens de l'extérieur qui viennent dire « ouais, il faudrait faire ça, ce serait bien ». C'est les gens qui disent... et puis Marcy, l'enquête, les gens, ils ont dit « nous, on a besoin de ça, on voudrait acheter du pain tous les soirs que ce soit frais ». Voilà, et pas aller je ne sais où. Eh ben, c'est ça qui va aussi agglomérer les projets. Du coup, peut-être poursuivre. Parce que derrière, du coup, ça veut dire quoi en termes de rôle pour les pouvoirs publics? Alors, que ce soit la commune, la communauté de communes, voire même les services de l'État. Concrètement, les acteurs de l'ESS, en général, ils amènent leur envie, ils amènent leurs idées, ils amènent leurs innovations. Mais ils ont besoin de s'appuyer sur vous, ce que vous avez identifié comme problématique. Pardon. Je n'ai pas le réflexe du micro, je suis désolée. Ils ont besoin de s'appuyer sur vous parce que vous connaissez très bien les problématiques de votre territoire, parce que vous avez souvent fait des diagnostics qui permettent de pointer du doigt tel problème ou telle force et qu'eux n'ont pas forcément identifié. Et comme le but du jeu, c'est quand même avant tout de répondre aux besoins du territoire, si c'est fait dans la co-construction, c'est vachement mieux. La facilitation, c'est le fait de dire... en mixant vos carnets d'adresses entre vous, en général, ça permet de trouver les bonnes ressources au bon endroit. Ça permet de gagner du temps, ça permet plein de choses. Et du coup, juste de la facilitation. C'est pas faire un chèque, c'est juste
essayer d'être le meilleur lien possible. Et puis apporter de l'expertise, parce que bien souvent, dans vos services, alors parfois c'est via le CAU, mais parfois c'est en interne de vos services, vous avez des super chargés de mission qui ont une bonne expertise en ingénierie, qui connaissent parfaitement le PLU, etc. Et les porteurs de projets, la plupart du temps, ils sont déjà moutons à 5 pattes, mais ils ne connaissent pas tout non plus, et ils ne peuvent pas savoir que là où ils envisageaient de mettre leur tiers-lieu, en fait, c'est pas possible, parce que c'est pas possible de faire de l'activité commerciale, ou parce que c'est une zone classée naturelle, je sais pas quoi, et que du coup, ça, en général, vous savez. Vous savez aussi que dans la politique publique que vous avez prévue pour les prochaines années, il y a un projet qui pourrait s'apparenter à ce qu'eux ont pensé. Et donc, il vaut mieux se mettre d'accord très en amont plutôt que le jour J se retrouver face au mur et à pas se comprendre, quoi. La question de la valorisation, si vous tenez à un projet de votre territoire qui est en train de se monter, souvent, c'est très facilitant pour que les porteurs puissent aller trouver du soutien auprès d'autres collectivités ou auprès du service de l'État ou auprès de l'Europe pour avoir des cofinancements. Et donc, le fait que vous valorisiez ça, déjà, c'est important, mais aussi vis-à-vis du public. Jouer le rôle de mettre en avant les activités qui se passent dans le tiers-lieu ou qui sont envisagées dans le tiers-lieu, c'est aussi permettre à des habitants qui n'auraient jamais eu connaissance de pouvoir s'agréger au lieu s'ils en ont envie. La question du foncier et de l'immobilier, alors forcément, selon les territoires, les enjeux ne sont pas les mêmes. Autant vous dire qu'à Nantes, tous les porteurs de projets de tiers-lieux se battent pour avoir 1 mètre carré. Forcément, en zone rurale, les problématiques ne sont pas les mêmes. Mais pour autant, aider à trouver le bon lieu qui correspond bien au projet. Parfois, le projet se monte autour d'un lieu. Genre, le dernier café ou le dernier restaurant du village a fermé et donc on veut le revitaliser, ou l'église ne sert à rien et donc on souhaite y mettre des activités. Mais parfois, le projet, il se monte juste parce qu'il y a des gens qui ont une envie et ils n'ont pas déjà pré-ciblé un lieu. Et là, en général, vous connaissez très bien quels sont les lieux disponibles sur votre territoire ou quels vont être les lieux qui vont être libérés et donc en quoi ils vont pouvoir être utiles pour mettre en place le projet, au moins le tester. Et puis, bien sûr, la question du financement, quand je vous disais la valorisation, c'est-à-dire qu'en général, si vous mettez 1 euro, les porteurs de projets sont capables d'aller en chercher 9 ailleurs, soit auprès du département, de la région, de l'État, mais aussi des fondations, mais aussi de l'Europe, mais aussi de grosses entreprises. Et donc tout ça, et puis des habitants, parce qu'on est sur des projets où en général les habitants ont envie de s'impliquer financièrement dans le projet. Et du coup, forcément, il y a un gros effet levier qui est très facilitant, puisque dans le monde de l'ESS, c'est toujours obtenir le premier euro qui est le plus difficile. Une fois qu'on l'a obtenu, en général, on se débrouille. Je te laisse présenter. Et puis donc des dispositifs aussi qui sont là pour accompagner ces projets à se développer. Donc on l'a dit tout à l'heure, Cap Tiers-Lieu, donc un dispositif qui est porté par la CRES et des acteurs locaux de l'économie sociale et solidaire et qui est vraiment orienté sur l'accompagnement des tiers-lieux. Et un autre dispositif qui s'appelle Entreprendre dans les territoires en Pays de la Loire, qui est porté par la région des Pays de la Loire et la BPI, financé, oui, et porté par les 3 chambres consulaires plus la CRES, et qui a pour objectif d'accompagner le développement d'activités et de projets dans les territoires ruraux. Sur le département de la Vendée, ça a commencé en 2018. On accompagne à peu près une quinzaine de projets, donc qui ne sont pas forcément des tiers-lieux, mais qui sont des projets portés par des acteurs qui ont un accompagnement multichambre. L'intérêt aussi, c'est de croiser les regards et de décloisonner. On fait de l'artisanat, mais on ne va peut-être pas faire que de l'artisanat parce qu'on veut vendre en même temps, donc on va avoir un peu de commerce et on a envie que ce soit porté par une association, donc il y a un petit peu de SS qui arrive, et voilà. Et donc l'objectif, c'est de permettre aussi aux porteurs de projets d'avoir un accompagnement qui leur ouvre un peu des nouveaux horizons pour développer leurs projets donc, sur les territoires en Pays de la Loire. Donc ça c'est un dispositif qui existe jusqu'à la fin de l'année et qui va normalement, enfin on l'espère, être reconduit en 2021. Juste pour préciser sur ce dispositif-là, la cible, c'est plutôt les porteurs de projets entrepreneuriaux.
mais on accompagne pas mal de projets où la collectivité est très impliquée. Ouais, bien sûr. Exemple, un projet de tiers-lieu dans une ancienne église dans le nord Mayenne. La mairie participe activement à l'accompagnement, elle finance les travaux dans l'église, elle travaille avec le collectif pour définir le projet le plus possible. Et puis je pense au pôle nature. Au pôle, donc il y a un projet sur un espace nature sur une des communautés de communes de Vendée. Et donc là c'est pareil, la collectivité, elle est partie prenante du projet. Un autre projet sur, je vous parlais tout à l'heure de Sèvremont, donc pour redynamiser le bourg. Donc la collectivité a déjà des actions qui sont engagées. Et donc l'association vient aussi travailler avec la collectivité pour voir comment on peut développer un peu plus. Voilà. Donc c'est aussi bien un levier que vous pouvez conseiller à vos entrepreneurs, entre guillemets, ou aux collectifs qui souhaitent entreprendre, que vous, sur des projets qui vous tiennent à cœur, pouvoir vous faire co-accompagner, entre guillemets. Et donc sur l'étude d'opportunité, tout à l'heure je vous disais Cap Tiers-Lieu n'intervient que sur l'étude de faisabilité. Par contre, sur l'étude d'opportunité, ça nous arrive régulièrement d'intervenir via Entreprendre dans les territoires, avec un accompagnement à 2, 3, 4 chambres, grâce à ce dispositif-là. Normalement, on saura demain si ça va bien être renouvelé en 2021, donc on croise les doigts. Voilà. Et là, les portes d'entrée sont les chambres consulaires et la CRES ou le réseau label ESS Vendée. Voilà. Quelques dispositifs de financement qui existent déjà et qui peuvent être activés pour les tiers-lieux. Pour les projets de tiers-lieux. Je vous en ai mis que quelques-uns parce qu'il y en a plein qui sont en cours de travail, à la fois par l'État, à la fois par la région et par les fonds européens. Alors, actuellement, il y a Fabrique de territoire. Vous avez certainement entendu parler de cet appel à manifestation d'intérêt de l'État pour financer d'une part des fabriques numériques, donc ça c'est des tiers-lieux numériques en quartier prioritaire, et des fabriques de territoire, c'est donc des tiers-lieux en zone non métropolitaine, donc toute la Vendée est éligible, qui seraient des lieux totems, ils appellent ça, donc des tiers-lieux qui servent de ressources pour d'autres projets de tiers-lieux sur le territoire. La dimension numérique est toujours présente, mais il y a une subvention assez conséquente, puisque ça peut aller jusqu'à 150 000 € de subvention, aussi bien sur du fonctionnement que du petit investissement. Et en Pays de la Loire, on a eu 4 lauréats déjà sur cet appel à manifestation d'intérêt. 3 sont des associations et le 4e est une commune en Sarthe. Deuxième financement, aujourd'hui, c'est la région. Alors, il n'y a pas de financement dédié tiers-lieux, mais il y a plusieurs financements qui peuvent être activés pour des tiers-lieux. Concrètement, le service culture a 2 financements, par exemple. Un qui est aide à la création de lieux de travail pour les artistes, donc qui sont souvent utilisés par les tiers-lieux culturels. C'est de l'aide à l'investissement. Et aide aux communes pour la réhabilitation de patrimoine ancien, et donc qui est aussi activé par des collectivités pour rénover le futur tiers-lieu. Il y a d'autres lignes dédiées à l'économie sociale et solidaire, et je pense notamment au financement pôle territorial de coopération économique. Tout à l'heure, j'ai dit Village Terrevis, c'est un pôle territorial de coopération économique, qui finance donc ces fameux regroupements d'acteurs de nature variée qui développent ensemble durablement des projets sur leur territoire. Le village de la Vergne, le village de la Vergne, c'est un pôle territorial de coopération économique. Aussi. Et du coup, là aussi, c'est une subvention assez conséquente, puisque c'est jusqu'à 75 000 € sur 4 phases de développement. Et puis enfin, le financement qui est le plus activé aujourd'hui pour contribuer au développement des tiers-lieux, c'est le financement leader sur les territoires, puisqu'il y a beaucoup de programmes leaders, de stratégies leaders dans les collectivités, où il y a des projets de revitalisation de centres-bourgs, voire même d'économie sociale et solidaire, et où du coup, les projets de tiers-lieux peuvent trouver un écho dans ces lignes-là. Maintenant, je vais vous parler de demain, tout ce qui est en travail. Ce qui est en travail, c'est la région souhaite créer un dispositif dédié aux tiers-lieux. Donc, lundi, nous emmenons l'élu, le vice-président, dédié visiter des tiers-lieux pour qu'ils se rendent compte. Et d'ici la fin de l'année, il y aura un financement tiers-lieux qui sera créé par le conseil régional. Le fonds FEDER,
donc des fonds européens, qui est en cours de discussion pour la prochaine programmation à partir de 2021, a prévu a priori une entrée tiers-lieu dans 2 volets, un sur une région plus proche des habitants et un dans une région plus intelligente, je crois. Non, plus verte, donc plutôt sur l'axe mobilité. 2 lignes où les tiers-lieux pourront être financés. Un sur, on fait économiser des kilomètres et donc de l'empreinte carbone grâce à des tiers-lieux, puisque les gens, au lieu d'aller travailler à 100 km, vont travailler à 5 km dans un tiers-lieu. Et sur l'axe numérique, puisque souvent, dans les tiers-lieux, il y a des espaces publics numériques ou en tout cas des lieux de sensibilisation à l'utilisation du numérique. Voilà. Et on l'attend toujours, mais il est censé y avoir un nouveau financement de l'État. Alors, le financement dont je vous ai parlé là, il est toujours actif et il le sera encore en 2021. Mais ils veulent en créer un autre avec des tiers-lieux plutôt dédiés à l'artisanat et au commerce de proximité. Ils ont communiqué dessus cet été, et pour l'instant, on ne voit rien sortir, mais à mon avis, ça va pas tarder. Et pour le coup, c'est lié à la période de crise et de confinement, où ils souhaitent, du coup, relocaliser l'activité économique dans les centres-bourgs des zones rurales. Donc ça devrait être vraiment dédié aux zones rurales. Mais celui-là, on l'attend, parce que pour l'instant, on n'a pas trop de nouvelles. Voilà sur les dispositifs que vous pouvez activer. Je pense qu'on vous a tout dit, donc on vous laisse la parole, vos questions, vos réactions, vos envies, je ne sais pas. Je crois qu'on a été très clair. C'est ça. Tout le monde a faim. Et on... Pas de questions. Ok. En tout cas, vous avez nos coordonnées sur le PowerPoint. Il ne faut pas hésiter à nous contacter. Au final, ce sera plutôt Ninon Claude, qui est la salariée de Label ESS, et ma collègue Léa Durieux, qui est la chargée de mission tiers-lieux, si vos questions portent sur les tiers-lieux. Mais de toute façon, vous trouverez un interlocuteur pour répondre à toutes vos questions ou vos envies, puisqu'il y a certainement des idées qui vous sont venues pendant cette intervention. S'il n'y a pas de questions, pas de réactions, on vous souhaite une bonne soirée. Merci à tous. Merci de votre intervention. Je vous laisse clôturer. Bien, écoutez, un grand merci aux 2 intervenantes. C'était très intéressant. Je suis sûr que c'est également stimulant, que vous allez repartir chez vous donc avec des idées en tête.